Et si tout ce que nous savons sur les pyramides était un mensonge, pas seulement incomplet, pas seulement avec des pièces manquantes, mais fondamentalement faux depuis le début, parce que les pyramides de Gizeh, la Grande Pyramide, le Sphinx, les anciennes chambres creusées profondément dans la roche-mère, pourraient avoir été debout pendant des milliers d'années avant que le premier pharaon ne soit couronné, avant que l'écriture égyptienne n'existe, avant que l'Égypte elle-même ne soit même un souvenir. Regardez les preuves que nous avons ignorées. Le Sphinx porte des cicatrices de pluie qui n'a pas touché ce désert depuis 9000 ans. La Grande Pyramide encode des constantes mathématiques. Aucun prêtre de la 4e dynastie n'aurait dû connaître pi, phi, le rayon exact de la Terre. À l'intérieur de ces passages, pas de hiéroglyphes, pas de momies, pas de trésors, seulement le silence, la précision et des portes scellées menant à des chambres que nous n'avons pas le droit d'explorer. Les textes égyptiens anciens eux-mêmes admettent que ces monuments étaient déjà anciens lorsque leurs rois les ont trouvés. Donc, si Khéops n'a pas construit la Grande Pyramide, qui l'a fait? Et pourquoi cette possibilité a-t-elle été enterrée aussi profondément que les chambres sous le sable? La nuit tombe sur le plateau de Gizeh et les anciennes pierres commencent à briller. Le soleil couchant transforme le calcaire en or, projetant de longues ombres sur le sable. Le Sphinx est accroupi au bord de l'escarpement, son regard fixé sur l'horizon et son corps à moitié enterré, son visage marqué par des forces qui ne devraient pas exister ici. Derrière lui, les 3 pyramides s'élèvent en alignement parfait, leurs angles nets contre le ciel qui s'assombrit, leur présence si monumentale que la distance elle-même semble s'effondrer autour d'elle. Les derniers bus de touristes s'éloignent, les voix s'estompent dans le vent du désert, et dans le silence qui suit, quelque chose change. Les monuments cessent d'être des attractions touristiques et deviennent ce qu'ils ont toujours été, des mystères gravés dans la pierre, attendant en silence. Pendant des générations, on nous a enseigné une histoire claire. Les pyramides ont été construites par les Égyptiens de la 4e dynastie, autour de 2580 avant Jésus-Christ. Le pharaon Khéops a commandé la construction de la Grande Pyramide, un tombeau pour sécuriser son passage dans l'au-delà. Des dizaines de milliers d'ouvriers ont traîné 2,3 millions de blocs de calcaire sur des rampes, les façonnant avec des ciseaux en cuivre, les assemblant avec rien d'autre que la volonté humaine et l'ambition royale. Son fils Képhren a élevé la 2e pyramide et sculpté le Sphinx à son image. La 3e pyramide a suivi sous Mykérinos. Ensemble, elles représentent le summum de l'ingénierie égyptienne, la preuve de ce qu'un royaume unifié pouvait accomplir. C'est une histoire de triomphe. Pierre et travail, roi et éternité. Les manuels scolaires la répètent, les musées l'exposent, et les guides la récitent quotidiennement aux voyageurs qui se tiennent émerveillés sous les monuments imposants. Mais le désert se souvient différemment, tandis que le crépuscule s'installe et que le vent se déplace doucement à travers les anciennes pierres. Les doutes surgissent comme des ombres. Et si cette histoire n'était pas fausse, mais incomplète? Et si les Égyptiens n'avaient pas construit ces structures, mais les avaient héritées, restaurant ce qui était déjà ancien, revendiquant ce qui avait été debout pendant des milliers d'années avant que leur civilisation n'existe? Cette question ne naît pas de la fantaisie. Elle émerge d'anomalies qui refusent de s'insérer dans le récit officiel, de preuves qui murmurent un passé bien plus ancien, bien plus étrange que tout ce que l'histoire nous a préparé. Considérez le Sphinx lui-même. Marchez dans l'enclos qui l'entoure, et vous verrez des murs creusés profondément dans la roche calcaire. La pierre n'est pas lisse. Elle n'est pas marquée par le vent. Elle porte de profonds sillons verticaux. La signature incontestable de l'érosion par l'eau. Des pluies abondantes et soutenues.
du genre qui nécessite des siècles pour sculpter la roche, du genre qui n'est pas tombé sur ce plateau depuis près de 9000 ans. Bien avant la première dynastie égyptienne, bien avant l'écriture, bien avant que le Nil ne se fixe dans son cours actuel, la pluie tombait ici et le sphinx était déjà debout. Ou considérer la grande pyramide. À l'intérieur, il n'y a pas de hiéroglyphes, pas d'inscription, pas de momie, pas de biens funéraires, pas de peinture rituelle ou de prière pour les morts. Seulement des chambres en granit, des passages acoustiquement résonnants et une massive boîte en granit, sans couvercle. La structure en code pi, phi, le rayon polaire de la Terre et la vitesse de la lumière en pierre. Ces passages s'alignent avec les étoiles de manière nécessitant une précision astronomique au-delà de tout ce qui est attribué à l'Égypte de la 4e dynastie. Ce n'est pas un tombeau, c'est quelque chose d'autre entièrement. Et puis, il y a les portes scellées. En 1993, une caméra robotisée a découvert une porte en calcaire avec des chevilles en cuivre profondément dans un conduit étroit. Lorsque les ingénieurs ont percé à travers, ils ont trouvé une deuxième porte derrière. Des scans radars ont révélé des vides sous le sphinx et la pyramide. L'exploration s'est arrêtée. L'accès a été restreint. Les questions restent sans réponse. Même les Égyptiens eux-mêmes ont laissé des indices. La stèle d'inventaire décrit Khéops non comme le constructeur de la pyramide, mais comme son restaurateur. La stèle du rêve montre Thoutmôsis IV en train d'excaver le sphinx du sable, en des temps oubliés, comme s'il avait été enterré et redécouvert à travers les âges. Ce ne sont pas les inscriptions de constructeurs. Ce sont les mots d'héritiers, de personnes qui ont trouvé des monuments déjà anciens et ont essayé de les préserver. Si cela est vrai, si les pyramides et le sphinx précèdent l'Égypte dynastique de milliers d'années, alors tout change. L'histoire humaine n'est pas une ligne droite des chasseurs-cueilleurs primitifs à la civilisation. C'est un cycle. Les cultures s'élèvent, atteignent la grandeur et disparaissent. La connaissance est encodée, oubliée et redécouverte. Les pyramides ne marquent pas le début de l'architecture monumentale, mais ces reliques survivantes d'une ère perdue, préservées à travers la catastrophe, attendant d'être comprises. Les preuves ne vivent pas en un seul endroit. Elles sont dispersées à travers des disciplines qui se parlent rarement. La géologie qui lit la pluie dans la pierre. L'archéologie qui uncover des anomalies trop précises pour être expliquées. La mythologie qui se souvient d'âges avant le déluge. La génétique qui révèle des populations fantômes effacées de l'histoire. Les mathématiques qui encodent les dimensions de la Terre dans des monuments supposément construits avec des outils en cuivre. Morceau par morceau, ces fragments s'assemblent en un récit ombreux, un qui nous demande de regarder au-delà de l'histoire commode des rois et des tombeaux, et dans un passé bien plus profond que ce qu'on nous a enseigné. Ce soir, nous commençons ce voyage. Nous marcherons à travers la pierre et l'érosion, à travers des textes anciens et des chambres scellées, à travers les mathématiques et la mythologie. Nous suivrons les preuves de Gizeh à Göbekli Tepe, du Nil aux étoiles, de la surface du plateau au vide caché en dessous. Chaque étape reviendra à la même question obsédante. Et si les Égyptiens n'avaient pas construit les pyramides, le ciel s'assombrit. La dernière lumière s'estompe du calcaire. Dans cette pause entre le jour et la nuit, les monuments semblent respirer avec le poids du temps. Pas 4500 ans, mais peut-être 10 000, peut-être plus. Les pyramides endurent, indifférentes à nos histoires, leurs pierres veillant, tandis que les empires fleurissent et s'effondrent en poussière. Et si nous écoutons attentivement, nous pouvons entendre le silence, non comme une absence, mais comme une présence, une invitation, une question, une mémoire préservée dans la géométrie et la pierre. Le sphinx attend, les pyramides se dressent. Notre enquête n'a que commencé.
Si cette enquête sur l'histoire oubliée vous touche, envisagez de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre dans de futurs voyages dans les mystères qui se trouvent juste au-delà des limites de la connaissance acceptée. Mettre un like sur la vidéo aidera les autres à découvrir ces histoires cachées et vos pensées dans les commentaires deviennent partie de la recherche continue de la vérité. Dites-nous aussi d'où vous êtes et quelle heure il est dans votre ville en ce moment. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Maintenant, laissons les preuves parler. Devant nous se trouve la première pièce de preuve, celle qui ne peut être expliquée, celle écrite dans l'eau et la pierre, la preuve géologique que le Sphinx existait des milliers d'années avant l'Égypte elle-même. Le soleil du matin grimpe sur le plateau et le Sphinx émerge de l'ombre. De loin, il apparaît intemporel, éternel, comme s'il avait toujours occupé ce bord du désert. Mais la distance dissimule la vérité. Pour comprendre ce que le Sphinx révèle, vous devez descendre dans l'enclos qui le berce. Le profond puits rectangulaire creusé dans la roche calcaire. Les murs qui encadrent le monument, comme les côtés d'une ancienne carrière, descendent dans cet espace, et l'air devient plus frais. Les murs s'élèvent haut de chaque côté, bloquant le vent, vous enfermant dans la pierre. Passez votre main le long de la surface, et vous sentez quelque chose d'inattendu. Pas les bords tranchants de la roche ciselée, pas le poli lisse de la maçonnerie artisanale, mais de profonds sillons irréguliers, des canaux verticaux, des bords arrondis, des surfaces ondulantes qui ondulent comme des vagues gelées. Ce n'est pas l'œuvre d'outils humains, c'est la signature de l'eau. En 1990, le docteur Robert Schoch, un géologue de l'université de Boston, se tenait dans ce même enclos et vit ce que les égyptologues avaient négligé pendant des décennies. Formé à lire la pierre comme les historiens lisent les parchemins, Schoch reconnut immédiatement les motifs d'érosion. Les murs calcaires entourant le Sphinx portaient les marques incontestables d'une altération prolongée par l'eau, des fissures verticales profondes sculptées par des siècles de pluie. Le type d'érosion qui se produit lorsque l'eau coule constamment sur la roche, coupant vers le bas avec une force patiente et implacable. Mais il y avait un problème profond, troublant. Le plateau de Gizeh n'a pas connu de pluie de cette intensité depuis près de 9000 ans. Le registre climatique est clair, autour de 10 000 avant notre ère. J.O.C., à la fin de la dernière ère glaciaire, l'Afrique du Nord était verte. Des rivières coulaient, là où le sable s'étend maintenant, à l'horizon. Des prairies couvraient le Sahara. Des hippopotames pataugeaient dans des lacs qui n'existent plus. La pluie tombait régulièrement, abondamment, façonnant le paysage sur des millénaires. Mais autour de 7000 à 5000 avant Jésus-Christ, le climat a changé. Les moussons se sont retirés. Le Sahara a commencé sa transformation en désert. Au moment où la 4e dynastie est montée au pouvoir, en 2580 avant Jésus-Christ, le plateau de Gizeh était déjà aride, déjà sec, déjà le désert que nous reconnaissons aujourd'hui. Si l'enclos du Sphinx montre des preuves d'érosion par l'eau nécessitant des siècles de pluie, alors le monument doit avoir été sculpté et exposé aux éléments pendant cette période climatique plus humide antérieure, des milliers d'années avant Képhren, des milliers d'années avant que l'Égypte n'existe en tant que royaume unifié. Les découvertes de Schoch n'étaient pas basées sur de la spéculation. Elles étaient ancrées dans une comparaison géologique, les mêmes méthodes utilisées pour dater les motifs d'érosion dans les canyons, les lits de rivières et les falaises autour du monde. Il a examiné l'altération sur le corps du Sphinx et les murs de l'enclos et l'a comparé à l'altération sur des structures voisines dont les dates de construction sont fermement établies. Les temples de l'Ancien Empire construits pendant la 4e dynastie, des structures définitivement datées du règne de Képhren et de ses successeurs, montrent des motifs d'érosion complètement différents. Leurs surfaces calcaires sont altérées horizontalement, usées lisses par le vent et le sable.
le résultat de 4500 ans d'exposition au désert. Les bords sont nets, là où protégés, érodés là où exposés. C'est l'érosion par le vent. Le broyage lent de particules en suspension dans l'air contre la pierre. Le motif d'usure attendu pour des monuments debout dans un climat aride. Mais l'enclos du Sphinx est différent. Ses murs montrent de profonds sillons verticaux, des canaux arrondis et des ondulations en forme de vagues. Le résultat clair de l'eau coulant vers le bas, s'accumulant et sculptant la roche sur de longues périodes. Le vent ne sculpte pas verticalement. Le sable ne crée pas de fissures arrondies. Seule l'eau, persistante et abondante, peut produire ce type d'érosion. Le contraste est indéniable. Tenez-vous à la base du Sphinx et regardez les murs de l'enclos. Puis marchez quelques centaines de mètres jusqu'au temple de la vallée avec son revêtement en calcaire précisément ajusté. Le temple montre 4500 ans de dommages par le vent. L'enclos du Sphinx montre quelque chose de bien plus ancien. L'analyse de choc suggérait que le corps du Sphinx et l'enclos ont été sculptés entre 7000 et 9000 avant notre ère. J.C. pendant la période où l'Afrique du Nord recevait encore des pluies substantielles. Cela placerait l'origine du monument à l'ère néolithique pré-céramique, une époque où les sociétés humaines commençaient tout juste à expérimenter l'agriculture, où l'écriture n'existait pas, où l'Égypte en tant que civilisation était encore à des millénaires de sa naissance. Les implications sont stupéfiantes. Si le Sphinx précède l'Égypte dynastique de 5, 6 ou même 7000 ans, alors le monument n'est pas l'œuvre de Képhren ou d'aucun pharaon. C'est une relique d'une ère oubliée, un survivant d'un climat et d'une culture entièrement différents de celle qu'il a plus tard revendiquée. Les Égyptiens auraient rencontré le Sphinx déjà debout, déjà ancien, déjà érodé par des pluies que leur propre civilisation n'a jamais vues. Cette hypothèse a rencontré une résistance immédiate. Les égyptologues ont argué qu'aucune culture avancée capable de sculpter un tel monument n'existait en Afrique du Nord pendant le néolithique pré-céramique. L'archéologie mainstream maintient que la sculpture monumentale en pierre et la construction à grande échelle n'ont émergé qu'avec l'essor de sociétés complexes, de hiérarchies et d'États centralisés. Aucun de ces éléments, selon le calendrier accepté, n'existait avant 4000 avant Jésus-Christ. Mais la géologie se moque du consensus historique. La roche enregistre le temps avec une précision indifférente. Les motifs d'érosion existent, qu'ils s'insèrent ou non dans nos récits. Et il y a un autre détail qui approfondit le mystère. Le Sphinx lui-même est sculpté dans la roche mère vivante. Son corps est façonné en enlevant le calcaire autour de lui, plutôt qu'en assemblant des blocs. La même roche mère forme les murs de l'enclos. Lorsque le monument a été créé, ces murs auraient été frais, nets et nouvellement exposés. Au fil du temps, l'altération affecterait à la fois le corps du Sphinx et les murs de l'enclos de manière similaire, puisqu'ils font partie de la même formation géologique, exposée au même moment. Ce que Schoch a observé était une altération cohérente, à travers à la fois le Sphinx et les murs de l'enclos, une preuve qu'ils ont été altérés ensemble, sous les mêmes conditions, pendant la même durée. Si le Sphinx avait été sculpté en 2500 avant notre ère, les murs de l'enclos devraient montrer 4500 ans d'érosion désertique, tout comme les temples voisins. Au lieu de cela, ils montrent une altération par l'eau bien plus étendue, indiquant une exposition pendant un climat beaucoup plus ancien et plus humide. La seule façon d'expliquer cette discrepancy est d'accepter que le Sphinx est plus ancien, beaucoup plus ancien. Les critiques ont pointé vers des réparations et modifications ultérieures faites par les dynasties égyptiennes, arguant que les travaux de restauration pourraient confondre les motifs d'érosion. Mais l'analyse de Schoch en tenait compte. Le calcaire central des murs de l'enclos, sous tout ajout ultérieur, montre l'érosion primaire par l'eau. La maçonnerie égyptienne ultérieure
clairement distinguable par ses joints plus serrés et son altération différente, repose sur la roche-mère scarifiée par la pluie plus ancienne, comme un patch sur un tissu ancien. Imaginez ce que cela signifie. Imaginez le Sahara non comme un désert, mais comme une savane, des prairies vertes s'étendant sous des pluies saisonnières, des rivières sculptant des chemins à travers le paysage. Et quelque part sur un plateau calcaire surplombant une vallée fertile, quelqu'un a sculpté une figure colossale dans la roche-mère, un lion peut-être, ou une créature que nous ne nous souvenons plus, son visage tourné vers le soleil levant. Des siècles passent, les pluies tombent, le monument s'altère, les civilisations s'élèvent et tombent en cycles que nous ne pouvons tracer. Le climat change, le Sahara sèche, le monument est enterré, oublié, redécouvert, enterré à nouveau. Au moment où les Égyptiens arrivent, il est déjà ancien, ses origines perdues dans le temps. Ils le voient comme un vestige sacré, l'excavent, le restaure, peut-être recarve la tête à la ressemblance d'un pharaon et l'incorporent dans leur propre mythologie. Ils ne l'ont pas construit, ils l'ont hérité. C'est ce que la pierre révèle, non à travers des hiéroglyphes ou des inscriptions, mais à travers le langage de la géologie, un langage qui parle en motifs d'érosion, en registres climatiques et en signatures d'altération. Les preuves sont physiques, mesurables et reproductibles. La pluie a gravé son témoignage dans le calcaire bien avant qu'aucun scribe n'apprenne à écrire. Et si le sphinx est en effet un survivant d'une civilisation saharienne verte, alors il se dresse comme preuve de quelque chose de troublant. Des cultures humaines avancées pourraient avoir existé bien plus tôt que ce qu'on nous a enseigné. Pas seulement des villages ou des settlements, mais des sociétés capables de planifier, sculpter et créer des monuments conçus pour durer. Le désert garde ses secrets, mais la pierre ne ment pas. Les sillons verticaux dans les murs de l'enclos restent, témoins silencieux de pluies qui sont tombées lorsque le Sahara était jeune. Lorsque le monde était différent, lorsque quelqu'un se tenait sur ce plateau et sculptait un monument qui survivrait à toute leur civilisation. Le sphinx se souvient de ce que l'histoire a oublié. Et la pluie, impossible, ancienne, indéniable, reste écrite dans les murs. La pierre parle en motif d'érosion et en signature d'altération. Mais les Égyptiens ont laissé un autre type de témoignage, un gravé délibérément dans des monuments, inscrit sur des stèles, préservé dans des textes destinés à proclamer les actes des rois. Et lorsque vous lisez ces inscriptions attentivement, quelque chose d'inattendu émerge. Les Égyptiens eux-mêmes n'ont jamais prétendu avoir construit le sphinx. En fait, leur propre registre suggère qu'ils croyaient que ces monuments étaient déjà anciens lorsqu'ils les ont trouvés. Ce n'est pas une théorie moderne, ce n'est pas une spéculation imposée à des pierres silencieuses. Cela vient directement des inscriptions laissées par les pharaons eux-mêmes, des déclarations gravées en hiéroglyphes, destinées à être lues pour l'éternité, préservées sur des tablettes en calcaire, se tenant à l'ombre des monuments mêmes qu'elles décrivent. Le texte le plus révélateur de ces textes est la stèle d'inventaire, découverte au XIXe siècle près de la Grande Pyramide, gravée pendant la 26e dynastie, autour de 670 avant notre ère. J. C. La stèle raconte des événements attribués au règne de Khéops, le pharaon traditionnellement crédité de la construction de la Grande Pyramide autour de 2580 avant notre ère. J. C. Mais l'inscription ne décrit pas Khéops comme un constructeur, elle le décrit comme un restaurateur. Le texte est explicite. Il affirme que Khéops a découvert le sphinx déjà debout, déjà ancien, enterré jusqu'aux épaules dans le sable. Selon la stèle, Khéops a dégagé le sable, restauré le monument et construit un temple à côté pour honorer les dieux. L'inscription mentionne également les pyramides comme des structures existantes pendant le règne de Khéops, non comme des projets commandés par lui. Relisez cela. Selon ce registre égyptien ancien, Khéops n'a pas construit la Grande Pyramide.
Il l'a trouvée. Les égyptologues ont longtemps rejeté la stèle d'inventaire comme une fabrication ultérieure, une pièce de révisionnisme propagandiste créée plus de 2000 ans après la mort de Khéops. Ils arguent que la 26e dynastie, une période marquée par des tentatives de raviver l'ancienne gloire de l'Égypte, a produit de nombreux textes qui romantiquent le passé, attribuant de fausses histoires à des rois anciens afin de légitimer les dirigeants contemporains. Mais le rejet n'est pas une explication. Si la stèle est une fabrication, pourquoi les Égyptiens ultérieurs choisiraient-ils de diminuer l'héritage de Khéops? Pourquoi le dépeindre comme un restaurateur au lieu de l'architecte du plus grand monument sur Terre? La propagande gonfle généralement les réalisations, ne les réduit pas. Si l'objectif était de glorifier la 4e dynastie, pourquoi ne pas proclamer Khéops comme le constructeur suprême, le visionnaire qui a commandé la construction de la Grande Pyramide? La stèle fait le contraire. Elle cadre Khéops comme quelqu'un qui a rencontré des monuments déjà debout, déjà nécessitant une restauration. Elle suggère que même de son temps, ces structures étaient assez anciennes pour être enterrées, oubliées et nécessitant une excavation. Et la stèle d'inventaire n'est pas seule. Une autre inscription bien plus célèbre et tout aussi révélatrice se trouve entre les pattes du sphinx lui-même. Connue sous le nom de stèle du rêve, elle a été érigée par le pharaon Thoutmosis IV autour de 1400 avant notre ère. J.C. Plus de 1000 ans après le règne de Khéops. La stèle raconte une histoire. En tant que jeune prince, Thoutmosis s'est endormi à l'ombre du sphinx lors d'une expédition de chasse. Dans son rêve, le sphinx lui a parlé, promettant la royauté s'il dégageait le sable qui avait une fois de plus enterré le monument jusqu'au cou. Thoutmosis a obéi. Il a excavé le sphinx, l'a restauré et est devenu plus tard pharaon. La stèle du rêve commémore cet acte de restauration, et l'inscription décrit spécifiquement le sphinx comme étant dans un état de ruine et de négligence, enterré par les sables du désert sur lequel il se tenait depuis des temps immémoriaux. Notez le langage, depuis des temps immémoriaux, pas depuis le règne de mon ancêtre Khéphren, pas construit par la 4e dynastie. Le texte cadre le sphinx comme quelque chose déjà ancien, au-delà de la mémoire. Quelque chose qui avait été debout si longtemps qu'il avait été englouti par le désert et oublié. Pourquoi Thoutmosis IV, un pharaon régnant plus de 900 ans après la construction supposée du sphinx, décrirait-il le monument comme perdu dans le temps, si Khéphren l'avait sculpté en 2500 avant notre ère? JAC, alors en 1400 AVA. JAC, il aurait été environ 1100 ans, significatif, mais pas assez ancien pour être oublié. Les pyramides de la 4e dynastie étaient encore souvenues. Les noms des rois étaient encore récités. Les temples étaient encore en usage. Alors pourquoi le sphinx était-il déjà enterré, déjà négligé, déjà traité comme quelque chose de plus ancien que le passé souvenu? La réponse devient claire lorsque vous prenez du recul et examinez le motif plus large. À travers plusieurs dynasties, à travers des inscriptions séparées par des siècles, les textes égyptiens décrivent de manière consistante le sphinx et les pyramides, non comme des créations de l'Égypte, mais comme des héritages d'une ère antérieure. Ils parlent de restauration, d'excavation et de redécouverte, pas de construction originale. Ce motif est significatif. Les Égyptiens étaient des gardiens de registres méticuleux. Ils documentaient tout. Guerre, commerce, construction de temples, décrets royaux, festivals religieux. Les pharaons proclamaient leurs projets de construction avec fierté, listant chaque pierre posée, chaque dieu honoré, chaque ennemi vaincu. Les murs des temples sont couverts d'inscriptions, célébrant les réalisations des rois, souvent exagérant leurs actes à des proportions divines. Et pourtant, en ce qui concerne les plus grands monuments de Gizeh, cette tenue de registre vantarde tombe silencieuse. Il n'y a pas d'inscription contemporaine de la 4e dynastie
à l'intérieur de la Grande Pyramide, décrivant sa construction. Pas de compte détaillé sur la façon dont les pierres ont été extraites, transportées ou assemblées. Pas de hiéroglyphes proclamant la vision ou le génie ingénieur de Khéops. Juste le silence et des textes ultérieurs qui parlent de restauration plutôt que de création. Comparez cela à d'autres monuments égyptiens. Le temple de Karnak a des inscriptions détaillant son expansion sur des siècles, listant les rois qui ont ajouté des colonnes, des portails et des sanctuaires. Le temple mortuaire de Ramsès II à Abou Simbel est couvert de gravures proclamant ses victoires et son statut divin. Même les tombeaux plus petits dans la vallée des rois sont remplis de textes guidant le défunt à travers l'au-delà, des prières gravées sur chaque surface. Mais la Grande Pyramide, vide d'inscriptions. Le Sphinx, pas de mythe de création, pas de signature de constructeur, seulement des textes ultérieurs décrivant la redécouverte. Cette absence n'est pas un accident. C'est un vide là où nous nous attendons à trouver la certitude. Et dans ce vide, les inscriptions ultérieures murmurent une possibilité troublante. Les Égyptiens n'ont pas construit ces monuments parce qu'ils étaient déjà là lorsque l'Égypte est montée au pouvoir. Considérez les implications. Si le Sphinx était déjà enterré et oublié au temps de Thoutmôsis IV, alors il doit avoir été debout pendant bien plus longtemps que le calendrier conventionnel ne le permet. Les monuments ne deviennent pas anciens au-delà de la mémoire en juste 1000 ans. Pas dans une culture qui maintenait des registres écrits continus. Pas dans une civilisation qui vénérait ses ancêtres et préservait leur nom. Mais si le Sphinx avait été debout pendant 5000 ans, pendant 7000 ans, pendant 10 000 ans, alors la phrase « des temps immémoriaux » commence à avoir du sens. Alors l'enterrement dans le sable, le manque de mémoire sur ses origines, le besoin répété d'excavation et de restauration. Tout cela s'insère dans un récit différent. Un récit dans lequel le Sphinx précède l'Égypte elle-même. Les Égyptiens ont rencontré ces monuments de la même manière que les archéologues rencontrent des ruines aujourd'hui, comme des vestiges de quelque chose de plus ancien, quelque chose construit par des gens dont les noms avaient été perdus, dont les buts avaient fané en légende. Ils les ont restaurés, ils les ont vénérés, ils ont construit des temples autour d'eux, mais ils ne les ont pas construits. C'est ce que leurs propres inscriptions révèlent, si nous sommes prêts à les lire, sans le biais du récit moderne. La stèle d'inventaire et la stèle du rêve ne sont pas des anomalies isolées. Elles sont des preuves d'une tradition consistante, une dans laquelle les pyramides et le Sphinx étaient compris comme des legs d'une ère disparue, pas des créations de la 4e dynastie. Pourquoi alors l'égyptologie mainstream insiste-t-elle sur le fait que Khéops a construit la Grande Pyramide et que Képhren a sculpté le Sphinx? La réponse réside en partie dans l'absence d'alternative evidence. Sans inscription contemporaine, les égyptologues s'appuient sur des connexions circonstancielles. La proximité des pyramides avec des sites funéraires de la 4e dynastie. Les similarités stylistiques entre certaines statues et la tête du Sphinx. Et la faisabilité logistique du calendrier de construction. Mais l'évidence circonstancielle n'est pas la même que la preuve. Et lorsque les textes propres des Égyptiens contredisent le calendrier accepté, nous devons demander dont l'histoire nous faisons confiance et pourquoi. Le soleil se couche à nouveau sur Gizeh et le Sphinx retourne à l'ombre. La stèle du rêve se tient silencieuse entre ses pattes. Ses hiéroglyphes encore lisibles après 3400 ans. Les mots restent, des temps immémoriaux, pas récents, pas souvenus, pas revendiqués. Même les Égyptiens, maîtres de la pierre et des registres, regardaient ces monuments avec admiration et incertitude. Ils se voyaient non comme les architectes de l'éternité, mais comme ses gardiens, pas les créateurs du Sphinx, mais ceux qui l'ont trouvé, enterré et oublié, attendant sous le sable. Les monuments étaient déjà anciens lorsque l'Égypte était jeune. Les inscriptions le disent, la géologie le confirme, ils n'avaient pas de ville, pas de roi, pas de langage écrit. Et pourtant,
Ils ont organisé le travail à une échelle nécessitant des centaines d'ouvriers soutenus sur des générations, coordonnant l'extraction, la sculpture et la construction avec une efficacité qui suggère non seulement de la compétence, mais une complexité sociale bien au-delà de ce que le calendrier permet. Si Göbekli Tepe peut exister il y a 12 000 ans, alors l'assomption que l'architecture avancée nécessite des civilisations sédentaires, un surplus agricole et des états hiérarchiques s'effondrent. Quelque chose d'autre se passait dans le passé profond, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Voyagez ouest, à travers la Méditerranée jusqu'aux montagnes du Liban, et vous rencontrez une autre impossibilité. À Baalbek, dans les fondations d'un complexe de temples romains, reposent 3 pierres qui défient l'explication. Elles sont appelées le trilithon, et ce sont les plus grandes pierres travaillées jamais utilisées dans la construction n'importe où sur Terre. Chaque bloc pèse entre 800 et 1000 tonnes. Elles sont précisément coupées, ajustées ensemble sans mortier, et positionnées 20 pieds au-dessus du niveau du sol dans la fondation du temple. Les grues modernes peinent à soulever des charges de 200 tonnes. Les blocs à Baalbek sont 5 fois ce poids, déplacés en place avec des tolérances mesurées en millimètres, posés si serrés que des siècles de tremblements de terre ne les ont pas déplacés. Les Romains ont construit les temples au-dessus du trilithon, mais ils n'ont pas déplacé les pierres. Les ingénieurs romains ont laissé des registres de leurs projets, aqueducs, routes, colisées, mais ils ne revendiquent pas le trilithon. Ils ont construit par-dessus, incorporant la massive fondation dans leur propre travail, suggérant qu'ils ont trouvé les pierres déjà en place, reliques d'une construction antérieure dont les origines même eux ne connaissaient pas. Et dans la carrière voisine, encore attachée à la roche-mère, repose une pierre encore plus grande. Elle pèse environ 1200 tonnes, partiellement sculptée, abandonnée en pleine extraction, comme si le projet avait été interrompu et jamais repris. Qui a commencé à couper cette pierre? Quelle technologie utilisait-il? Et pourquoi ont-ils arrêté? Traversez l'Atlantique haut dans les montagnes des Andes, en Bolivie, et vous trouvez Pumapunku, un site qui présente un différent genre d'impossibilités. Ici, le mystère n'est pas la taille, mais la précision. Les pierres à Pumapunku ne sont pas les plus grandes jamais déplacées, mais elles sont parmi les plus précisément coupées. Les blocs sont faits d'andésite et de diorite, des pierres plus dures que le granit, résistantes aux outils en cuivre et en bronze attribués à la culture Tiwanaku qui occupait la région. Et pourtant, les pierres sont coupées avec une précision comme une machine. Surface plane polie à des plans presque parfaits. Angle droit mesuré à des fractions de degrés. Joints emboîtés qui s'ajustent comme des pièces de puzzle, nécessitant pas de mortier, pas de remplissage, pas d'ajustement. Certains blocs contiennent des canaux et des sillons sculptés à des profondeurs précises, comme si routés par de la machinerie. D'autres montrent des trous de forage avec des diamètres uniformes, du genre produit par des outils rotatifs opérant à haute vitesse. Mais les Tiwanaku, selon l'archéologie, n'avaient pas de tels outils. Ils n'avaient pas de fer, pas d'acier, pas de métallurgie avancée. Comment alors ces pierres ont-elles été façonnées? Les sceptiques suggèrent que la précision est surestimée, qu'un travail patient à la main avec des outils en pierre pourrait atteindre des résultats similaires. Mais lorsque des tailleurs de pierre modernes tentent de répliquer les coupes de Pumapunku en utilisant la technologie de l'âge du bronze, ils ne peuvent pas égaler l'exactitude. Les angles dérivent, les surfaces restent inégales, les tolérances échouent à répondre à l'ancien standard. Quelque chose manque à notre compréhension. Soit les outils existaient et ont été perdus, soit les techniques étaient bien plus avancées que nous ne l'assumons, soit le calendrier est faux. Et ces pierres ont été coupées par une culture possédant une connaissance qui a depuis disparu. Voyagez à nouveau
cette fois à l'île de Malte, en Méditerranée. Sous la surface repose l'hypogée, un temple souterrain sculpté directement dans la roche calcaire, il y a plus de 5000 ans. La structure descend à travers 3 niveaux, englobant des chambres, des alcôves et des passages taillés dans la roche solide avec des outils qui, une fois de plus, n'auraient pas dû être capables d'un tel travail. Mais le vrai mystère de l'hypogée n'est pas son âge ou sa construction, c'est son acoustique. La chambre de l'oracle, une petite pièce profonde dans le complexe, résonne à 110 Hz, la même fréquence exacte que la chambre du roi dans la Grande Pyramide. Lorsque le son est introduit à cette fréquence, la chambre l'amplifie, créant une résonance si puissante qu'elle vibre à travers la pierre et dans les corps de ceux qui se tiennent à l'intérieur. Ce n'est pas accidentel. La chambre a été conçue pour résonner. Les constructeurs comprenaient l'ingénierie acoustique, les fréquences harmoniques et l'interaction entre le son et la pierre. Ils ont sculpté l'espace délibérément pour produire cet effet, façonnant les murs, le plafond et le sol pour créer une cavité résonante accordée à une hauteur spécifique. Pourquoi? Pour le rituel, pour la guérison, pour des états de conscience altérés, nous ne savons pas. Mais le parallèle avec la Grande Pyramide est indéniable. À travers des milliers de miles et potentiellement des milliers d'années, deux cultures séparées ont construit des chambres accordées à la même fréquence en utilisant le même principe d'architecture résonante. Ces sites, Göbekli Tepe, Baalbek, Pumapunku, l'hypogée, ne sont pas des anomalies. Ils sont des points de données dans un motif global de construction avancée, d'ingénierie précise et de connaissances encodées apparaissant bien avant l'essor des civilisations que nous créditons avec l'invention de telles capacités. Le motif s'étend plus loin aux structures sous-marines au large des côtes du Japon, submergées depuis la fin de la dernière ère glaciaire, aux murs mégalithiques de Sacsayhuaman au Pérou, où des pierres pesant des centaines de tonnes sont ajustées ensemble sans mortier, aux sphères de pierre du Costa Rica, sculptées avec une perfection géométrique pour des buts inconnus, aux dolmens de Corée, aux pierres dressées de Karnak, au temple de Malte. Partout, les mêmes signatures apparaissent. Des pierres massives, déplacées avec une efficacité impossible, une coupe précise nécessitant des outils avancés, des alignements astronomiques suggérant une connaissance céleste détaillée et une construction datant de périodes bien antérieures que l'histoire mainstream ne le permet. Ce n'est pas l'œuvre de génies isolés ou d'accidents chanceux. C'est l'empreinte d'une capacité perdue, un système de connaissances qui existait autrefois à travers le monde ancien et a ensuite disparu, laissant derrière seulement les monuments eux-mêmes comme preuve que quelque chose de plus grand existait autrefois. Les implications sont stupéfiantes. Si Göbekli Tepe a été construit il y a 12 000 ans, si le Triliton précède les Romains, si la précision de Pumapunku ne peut être répliquée avec des outils de l'âge du bronze, alors l'histoire humaine n'est pas la montée régulière vers le haut que nous imaginons. C'est quelque chose de plus complexe, plus cyclique, marqué par des montées et des chutes, une connaissance gagnée et perdue, des civilisations qui ont fleuri et ont ensuite disparu, laissant seulement des pierres trop massives pour être effacées. Les pyramides de Gizeh font partie de ce motif. Le Sphinx avec son érosion par la pluie. La Grande Pyramide avec ses mathématiques encodées et ses chambres scellées. Le puits souterrain d'Osiris. Ce ne sont pas des réalisations égyptiennes isolées. Ce sont des fragments d'un phénomène global, une culture préhistorique ou un réseau de cultures possédant des capacités qui défient chaque assumption que nous tenons sur le développement de la civilisation humaine. Et si une telle culture existait, la question suivante devient inévitable. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Et que leur est-il arrivé? Les pierres restent, les constructeurs sont partis.
mais peut-être enterrés dans les plus petites traces, des marqueurs génétiques, des échos mythologiques, des fragments de mémoire hérités. Nous pouvons encore les trouver. Si une culture globale possédait autrefois la connaissance pour construire des monuments comme Göbekli Tepe, Baalbek et les pyramides, alors où sont-ils? Où sont les villes, la poterie, les outils, les enterrements qui devraient marquer leur présence? Où sont les os? Pendant des décennies, cette absence a été utilisée comme l'argument ultime contre toute théorie d'une civilisation avancée préhistorique. Montrez-nous les gens, diraient les archéologues. Montrez-nous les restes, les settlements, l'évidence physique de la culture que vous prétendez exister. Et pendant longtemps, il n'y avait pas de réponse. Les pierres se tenaient comme témoignages muets. Mais les constructeurs eux-mêmes semblent avoir disparu sans trace, laissant aucune preuve squelettique de leur existence. Mais ces 20 dernières années, une nouvelle science a émergé. Une qui peut détecter la présence de peuples anciens. Même lorsque leurs os ont tourné en poussière, leurs villes ont été englouties par le temps et leurs artefacts ont érodé en sable. Cette science est l'archéogénétique, l'étude de l'ADN ancien. Et elle a commencé à révéler quelque chose d'extraordinaire. Des populations entières qui ont existé autrefois et ont ensuite disparu, laissant aucun registre archéologique, aucun monument, aucune mémoire, seulement les faibles signatures génétiques encastrées dans l'ADN des peuples qui sont venus après eux. Elles sont appelées populations fantômes, et leur découverte réécrit l'histoire de la préhistoire humaine. Le terme population fantôme se réfère à un groupe ancestral qui a contribué génétiquement à des populations modernes ou anciennes, mais pour lequel nous n'avons aucune évidence squelettique ou archéologique directe. Elles existent seulement comme anomalies statistiques dans les données génétiques, des motifs d'héritage qui ne peuvent être expliqués par des populations historiques connues, des ombres dans l'ADN qui pointent vers des ancêtres que nous n'avons jamais trouvés. La première population fantôme majeure a été identifiée en 2016 lorsque des généticiens analysant l'ADN ancien et moderne du Proche-Orient ont remarqué quelque chose d'étrange. La composition génétique des premiers agriculteurs de la région contenait une ascendance qui ne correspondait à aucune population connue. Ce n'étaient pas de groupes africains, pas de chasseurs-cueilleurs européens, pas de lignée est-asiatique. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui s'est séparé d'autres groupes humains, avant toute population que nous connaissons actuellement. Ils ont nommé cette lignée eurasienne basale. C'étaient des gens qui se sont séparés de la branche principale de l'humanité qui a quitté l'Afrique, divergeant si tôt qu'ils ne portaient aucun de l'ADN néandertalien présent dans presque toutes les autres populations non africaines. Ils ont existé, prospéré et contribué à l'ascendance de peuples proche-orientaux ultérieurs. Mais nous n'avons jamais trouvé leurs os. Nous n'avons jamais excavé leurs settlements. Nous ne savons pas comment ils s'appelaient eux-mêmes, où ils vivaient, ou ce qu'ils ont construit. Mais leurs gènes persistent, tissés dans les populations qui sont venues après eux, preuve silencieuse qu'ils étaient ici. Et les Eurasiennes basales ne sont pas seules. Des populations fantômes similaires ont été détectées à travers le monde. En Afrique, des études génétiques ont révélé la présence d'au moins 4 lignées humaines, éteintes, distinctes, qui ont contribué à des populations modernes, mais n'ont laissé aucun fossile. En Asie du Sud-Est, l'analyse d'ADN uncovered des groupes humains archaïques inconnus qui se sont croisés avec Homo sapiens modernes et ont ensuite disparu. En Europe, des génomes anciens montrent des contributions de peuples qui apparaissent brièvement dans le registre génétique et disparaissent ensuite, remplacés par des migrations que nous pouvons suivre, mais dont les origines ultimes restent obscures. Nulle part ce phénomène n'est plus prononcé qu'en Afrique du Nord. Des études d'ADN anciens de la région révèlent une mosaïque complexe d'ascendance, incluant des contributions de populations qui n'existent plus. Avant que le Sahara ne devienne un désert,
Avant l'essor de l'Égypte, l'Afrique du Nord était habitée par des peuples dont les signatures génétiques ne correspondent à aucun groupe moderne ou ancien que nous avons identifié. Ils vivaient pendant la période humide africaine, lorsque le Sahara était vert, lorsque des lacs parsemèrent le paysage et lorsque des rivières coulaient, où maintenant il n'y a que du sable. Et puis autour de 5000 à 7000 ans ago, alors que le climat changeait et que le désert s'étendait, ces populations ont disparu. Certaines ont migré au sud, se fondant avec des groupes subsahariens. D'autres se sont déplacées au nord et à l'est, contribuant à l'ascendance de peuples méditerranéens et proches orientaux. Mais les populations centrales, les groupes qui vivaient dans le Sahara lui-même pendant sa période verte, ont disparu du registre génétique, laissant seulement de faibles traces dans l'ADN de leurs descendants. Qui étaient-ils? Qu'ont-ils accompli? Ont-ils construit quelque chose qui a depuis été enterré sous les sables? Nous ne savons pas, mais le calendrier est frappant. Les populations fantômes d'Afrique du Nord existaient pendant précisément la période où, selon les preuves géologiques, le sphinx a été sculpté et exposé à la pluie. Ils étaient présents lorsque le climat permettait une construction à grande échelle, lorsque le Sahara était habitable, lorsqu'une culture florissante pouvait s'être développée dans la région qui deviendrait plus tard désert. Et puis ils étaient partis, effacés par le changement climatique, dispersés par la désertification de leur patrie, absorbés dans d'autres populations ou perdus entièrement. Si de tels gens ont construit des monuments pendant le Sahara vert, ces structures reposeraient maintenant sous le sable, leurs créateurs oubliés, leurs réalisations attribuées à des civilisations ultérieures qui ont rencontré les ruines et les ont revendiquées. Ce n'est pas de la spéculation. C'est le motif établi de l'histoire humaine. Le climat façonne les civilisations. Les sécheresses entraînent des migrations. La montée du niveau de la mer noie les côtes. Et le silence à l'intérieur des pyramides, intact par la résonne avec la même vérité. Ce ne sont pas des tombeaux de rois. Ce sont des reliques de quelque chose de plus ancien. Et les Égyptiens le savaient. Si les Égyptiens ont hérité des monuments plutôt que de les construire, alors la question suivante devient inévitable. À quoi ces structures étaient-elles originales conçues? Pour répondre à cela, nous devons laisser le soleil du désert derrière et descendre dans l'intérieur de la grande pyramide elle-même, dans des passages sculptés avec une précision impossible, dans des chambres qui défient la logique de l'enterrement, dans un silence qui ressemble moins à un tombeau et plus à une machine attendant d'être comprise. L'entrée est étroite, raide et suffocante. Vous descendez à travers le passage original, courbé et prudent. Les murs en calcaire pressant de près de chaque côté. L'air devient plus frais. Les sons du monde extérieur s'estompent. Et puis le passage s'ouvre et vous vous trouvez debout dans la grande galerie. Un couloir si vaste, si architectural, sophistiqué, qu'il vous arrête net. La grande galerie s'élève à près de 30 pieds de haut. Ses murs sont encore beaux, avec des dalles de calcaire chevauchantes qui se rétrécissent vers le plafond, créant une structure à la fois fonctionnelle et inexplicable. Chaque pierre est coupée avec des tolérances mesurées en fractions de millimètres. Les angles sont parfaits. L'alignement est précis et à l'extrémité, le passage mène vers le haut, dans la chambre du roi, une pièce construite entièrement de blocs de granit rouge, chacun pesant des dizaines de tonnes, ajustés ensemble si serrés qu'une lame ne peut glisser entre eux. Tenez-vous dans cette chambre, laissez le silence s'installer autour de vous et demandez-vous, est-ce que cela ressemble à un tombeau? Il n'y a pas de hiéroglyphes sur les murs, pas de prières pour les morts, pas de murales peintes dépeignant le voyage à travers l'au-delà, pas d'inscription nommant un pharaon ou invoquant la protection des dieux. Chaque autre tombeau royal en Égypte est saturé de textes rituels, d'images, de sorts gravés dans la pierre pour guider le défunt à travers les dangers de l'au-delà. Les murs des tombeaux dans la vallée des rois
sont couverts du sol au plafond avec des scènes du livre des morts, des divinités protectrices et des déclarations de royauté divine. Mais ici, dans le plus grand monument jamais construit, il n'y a rien, juste des murs en granit lisse, un plafond plat, et au centre de la pièce, une massive boîte rectangulaire sculptée d'un seul bloc de granit rouge. Cette boîte, souvent appelée un sarcophage, est devenue le centre du théorie du tombeau. Les égyptologues arguent qu'elle était destinée à contenir le corps de Khéops, que des voleurs de tombes l'ont vidé dans l'Antiquité, et que le but de la pyramide est évident. Mais la boîte elle-même contredit cette interprétation. Elle n'a pas de couvercle. Elle n'en a jamais eu. Les surfaces intérieures sont rugueuses, non polies, inadaptées pour contenir un corps, enveloppé dans des linges sacrés. Il n'y a pas d'inscription, pas de cartouche, pas d'indication qu'elle a jamais été utilisée pour l'enterrement. Et voici le détail critique. La boîte est plus large que les passages menant à la chambre du roi. Elle n'aurait pas pu être amenée après que la chambre a été scellée. Elle doit avoir été placée pendant la construction, sculptée sur place ou intégrée à la structure dès le début. Ce n'est pas ainsi que les tombeaux sont conçus. Les sarcophages sont amenés lors de l'enterrement, pas intégrés comme des caractéristiques architecturales. La boîte en granit dans la chambre du roi fonctionne plus comme un composant du design de la pyramide que comme un objet funéraire. Et puis il y a le son. Ces dernières années, des chercheurs étudiant les propriétés acoustiques de la chambre du roi ont découvert quelque chose d'extraordinaire. La pièce résonne à une fréquence spécifique, 110 Hz. Lorsque le son est introduit, une voix, un tambour, un ton. Les murs en granit l'amplifient, créant une résonance harmonique qui vibre à travers la pierre et dans le corps de quiconque se tient à l'intérieur. Cette fréquence n'est pas aléatoire. Des études en neurosciences ont montré que 110 Hz peut altérer l'activité des ondes cérébrales, induisant des états associés à la méditation, la transe et une conscience accrue. La chambre a-t-elle été conçue pour cela? A-t-elle été construite pour résonner, pour amplifier le son, pour créer une expérience au-delà du physique? Si oui, ce n'était pas un tombeau, c'était un instrument. La grande galerie, elle aussi, défie la logique de l'enterrement. Ces murs en corbeau créent un espace qui amplifie le son, canalisant les ondes acoustiques vers le haut et les focalisant vers la chambre du roi. Certains chercheurs ont proposé que la galerie ait autrefois contenu des résonateurs en bois ou en métal, des dispositifs qui pourraient vibrer à des fréquences spécifiques, transformant tout le passage en une chambre acoustique accordée. Les niches gravées dans les murs de la galerie, longtemps assumées comme symboliques, pourraient avoir été des emplacements fonctionnels conçus pour contenir des composants d'un mécanisme maintenant disparu. Aller plus profond dans la pyramide, et les anomalies se multiplient. Sous la chambre du roi se trouve la chambre de la reine, une autre pièce en granit avec des conduits étroits s'étendant de ses murs. Ces conduits ne mènent pas à l'extérieur. Ils étaient scellés de l'intérieur, leur but inconnu. Mais lorsque les ingénieurs ont mesuré leurs angles, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. Les conduits s'alignent avec des étoiles spécifiques, comme elles apparaîtraient dans le ciel nocturne il y a des milliers d'années. Le conduit sud de la chambre de la reine pointe vers Sirius. Le conduit nord s'aligne avec l'étoile Tuban, qui servait d'étoile polaire pendant l'ère où le Sahara était encore vert. Ce ne sont pas des orientations aléatoires, ce sont des alignements astronomiquement précis, des alignements calculés qui nécessitaient une connaissance de la mécanique céleste, des positions des étoiles et du lent balancement de l'axe de la Terre, connu sous le nom de précession. Pourquoi un tombeau contiendrait-il des conduits vers les étoiles? Pourquoi orienter des chambres vers des constellations? Les Égyptiens associaient certaines étoiles à des dieux et à l'au-delà. Mais ce niveau de précision va au-delà du symbolisme. Ces alignements suggèrent que la pyramide a été construite par des gens
qui comprenait les cieux avec une précision scientifique, qui suivait le ciel non pour le rituel seul, mais pour des raisons que nous n'avons pas encore pleinement comprises. Et puis, il y a le granit lui-même. La chambre du roi est construite en granit rouge d'Assouan, une pierre riche en cristal de quartz. Le quartz est piézoélectrique. Il génère une charge électrique lorsqu'il est soumis à une pression. Le poids immense de la pyramide pressant sur les blocs de granit créerait une pression continue, potentiellement générant de faibles champs électriques dans la chambre. Combiné avec la résonance acoustique et les alignements stellaires, cela pose une question. Les archéologues sont réticents à poser. La grande pyramide a-t-elle été conçue pour harnesser l'énergie? Pas dans le sens moderne de la génération d'énergie peut-être, mais de manière que nous ne comprenons pas encore. Comme un dispositif pour focaliser le son, la lumière ou les champs électromagnétiques, comme une structure construite selon des principes de physique qui s'alignent avec des forces naturelles, comme une machine construite pour des buts qui transcendent l'enterrement. Les preuves mathématiques soutiennent cette interprétation. Les dimensions de la Grande Pyramide encodent des informations bien au-delà de ce qu'un tombeau requiert. Le ratio de sa hauteur au périmètre de sa base est exactement 2π, signifiant que les proportions de la pyramide encodent π, la constante mathématique qui définit les cercles et les sphères. La hauteur de la pyramide, multipliée par 43 200, égale le rayon polaire de la Terre. Le périmètre multiplié par le même nombre égale la circonférence équatoriale de la Terre. Ce n'est pas une coïncidence. Le nombre 43 200 est significatif dans les systèmes astronomiques anciens, représentant une fraction du cycle de précession. Le balancement de 25 920 ans de l'axe de la Terre. Les constructeurs ont encodé des données géodétiques, les dimensions de la Terre, dans une structure supposément construite comme un tombeau pour un seul roi. Pourquoi? La pyramide est également alignée sur le vrai nord, avec une précision de 3/60 d'un degré unique, plus précise que la plupart des bâtiments modernes. Atteindre cela nécessite un arpentage avancé, une observation astronomique et une compréhension de la rotation de la Terre. L'alignement cardinal n'est pas symbolique. Il est fonctionnel, comme si la pyramide était conçue pour interagir avec la géométrie de la planète. Phi, le nombre d'or, apparaît dans l'angle de pente de la pyramide. Les dimensions de la chambre du roi reflètent des relations mathématiques harmoniques. La structure est saturée d'informations encodées, constantes, ratios et mesures, qui suggèrent que les constructeurs possédaient une connaissance des mathématiques, de l'astronomie et des propriétés physiques de la Terre. Si c'était un tombeau, pourquoi encoder de telles informations? Pourquoi construire avec une telle précision? Pourquoi s'aligner avec les étoiles et les points cardinaux? Pourquoi construire des chambres acoustiques et des pièces en granit remplies de quartz? Les preuves pointent dans une direction. La Grande Pyramide n'a pas été construite comme un tombeau. Elle a été construite comme quelque chose d'autre. Un instrument scientifique, une structure résonante, un marqueur géodétique, un dépôt de connaissances préservé en pierre. Les tombeaux sont des lieux de rituel et de mémoire. Ils sont décorés, inscrits, remplis d'objets destinés à servir les morts dans l'au-delà. La Grande Pyramide ne contient rien de cela. Elle est silencieuse, mathématique, précise. Elle parle non en mots, mais en proportions, fréquences et alignements. Elle ressemble moins à une chambre funéraire et plus à un blueprint, une structure conçue pour communiquer des informations à quiconque possède la connaissance pour la lire. Sortez de la pyramide et dans le soleil du désert, et la question vous suit. Si ce n'était pas un tombeau, alors qu'était-ce? Que tentèrent d'accomplir les constructeurs? Quelles connaissances préservaient-ils? Et pourquoi, après tout ce temps, refusons-nous encore de voir la pyramide pour ce qu'elle est pleinement? Pas un tombeau, une machine, un monument à une science que nous avons oubliée, un message encodé en pierre, attendant que quelqu'un comprenne. Le silence à l'intérieur de la pyramide n'est pas le silence de la mort.
C'est le silence de quelque chose attendant, quelque chose d'inachevé, quelque chose encore résonnant avec un but. Même maintenant, après des millénaires de négligence, nous n'avons que commencé à écouter. Si la Grande Pyramide n'est pas un tombeau et que ces chambres étaient conçues pour des buts que nous ne comprenons pas encore, alors la question suivante devient critique. Qu'y a-t-il d'autre de caché à l'intérieur? Pendant plus d'un siècle, les explorateurs ont assumé que l'intérieur de la pyramide avait été pleinement cartographié. 3 chambres principales, une poignée de passages et rien de plus. Mais en 1993, un ingénieur allemand nommé Rudolf Gantenbrink a envoyé un petit robot dans un conduit où aucun humain ne pouvait suivre. Et ce qu'il a découvert a tout changé. Le conduit en question s'étend de la chambre de la reine, l'une des chambres centrales de la pyramide. Il fait à peine 8 pouces de côté, bien trop étroit pour que quiconque entre, trop petit même pour un enfant. Pendant des décennies, les égyptologues ont rejeté ces conduits comme symboliques, les appelant des conduits d'air ou des conduits d'âme conçus pour permettre à l'esprit du pharaon de monter vers les étoiles. Mais si c'était vrai, pourquoi était-il scellé de l'intérieur? Pourquoi construire des passages qui ne mènent nulle part? Gantenbrink a conçu un petit robot rampant, équipé d'une caméra et de lumière. Il l'a appelé Upuaout, d'après le dieu égyptien qui ouvre la voie. Le 22 mars 1993, le robot est entré dans le conduit sud de la chambre de la reine et a commencé sa lente ascension. La caméra transmettait des images granuleuses au moniteur à l'extérieur de la pyramide. Mur en calcaire lisse, angle serré, le conduit grimpant régulièrement vers le haut dans l'obscurité. Et puis, à 65 mètres dans le passage, le robot s'est arrêté. Bloquant le chemin se trouvait une porte en calcaire. Pas une section effondrée, pas des débris. Une porte délibérément placée, soigneusement ajustée avec 2 chevilles ou poignées en cuivre dépassant de sa surface. La porte était polie lisse, posée à ras des murs du conduit, clairement intentionnelle. Elle n'était pas conçue pour empêcher les gens d'entrer. Aucun humain ne pouvait rentrer dans le conduit en premier lieu. Elle était conçue pour sceller quelque chose à l'intérieur. La découverte a immédiatement été controversée. Si la pyramide était simplement un tombeau, pourquoi ces constructeurs auraient-ils construit des conduits étroits menant à des portes scellées profondément dans la structure? Quel but pouvait-il servir? Et plus important, qu'y avait-il au-delà? Pendant près d'une décennie, la porte est restée intacte. Les demandes pour explorer plus loin ont été retardées, reportées, empêtrées dans des restrictions bureaucratiques. Enfin, en 2002, une équipe menée par le docteur Zahi Hawass, alors archéologue en chef de l'Égypte, a reçu la permission de percer un petit trou à travers la porte en utilisant une caméra à fibre optique. L'événement a été télévisé en direct, diffusé à des millions de téléspectateurs, comme si le plus grand secret de la pyramide était sur le point d'être révélé. La caméra a poussé à travers le trou, l'objectif ajusté. Et de l'autre côté de la première porte, à peine quelques pouces, se trouvait une deuxième porte. Un autre bloc de calcaire, une autre barrière, scellant le conduit encore plus profondément dans la pyramide. La diffusion s'est terminée abruptement. L'enquête a été close. Aucune exploration supplémentaire n'a été autorisée. La deuxième porte reste intacte. Le conduit reste scellé et les questions sans réponse. Pourquoi construire une porte dans un passage qu'aucun humain ne peut entrer? Pourquoi placer une deuxième porte immédiatement derrière la première? Si ces conduits étaient symboliques, pourquoi les sceller si délibérément? Et pourquoi, lorsque la technologie moderne a enfin permis l'exploration, l'accès est-il soudainement devenu restreint? Le motif se répète à travers la pyramide. Dans le conduit nord de la chambre de la reine, les explorateurs ont trouvé une configuration similaire. Un passage étroit menant vers le haut, un objet métallique encastré dans la pierre, et une fois de plus, un accès restreint, empêchant une enquête supplémentaire.
Des scans radars menés dans les années 1980 et à nouveau dans les années 2000 ont révélé des anomalies à travers la pyramide, des vides, des chambres, des cavités qui n'apparaissent sur aucun plan architectural. Certains scans ont montré des espaces creux sous la chambre du roi. D'autres ont détecté de grands vides dans la maçonnerie centrale de la pyramide, des espaces qui ne devraient pas exister si la structure est simplement une pile solide de blocs de calcaire. Mais chaque fois que ces anomalies sont détectées, l'exploration s'arrête, l'accès est refusé. Les données sont classifiées ou rejetées et le récit officiel reste inchangé. La pyramide est un tombeau pleinement exploré, ne contenant plus de secrets. Descendez sous le plateau de Gizeh lui-même, et le mystère s'approfondit. En 1999, Hawass lui-même a annoncé la découverte d'un complexe souterrain, maintenant connu sous le nom de puits d'Osiris. Situé près de la chaussée reliant les pyramides au Sphinx, le puits descend sur plus de 90 pieds à travers la roche-mer solide, passant par 3 niveaux de chambres, avant d'atteindre une chambre finale submergée dans l'eau souterraine. Au niveau le plus bas, les explorateurs ont trouvé un massif sarcophage en granit, entouré de chambres plus petites, toutes sculptées dans la roche-mer, avec une précision qui rivalise avec la pyramide elle-même. L'explication officielle cadre le puits d'Osiris comme un tombeau symbolique, un cénotaphe représentant le lieu d'enterrement mythologique d'Osiris, dieu de l'au-delà. Mais la structure défie cette interprétation. Le puits nécessitait une ingénierie avancée pour être excavé, coupant à travers le calcaire et le granit, gérant l'eau souterraine, construisant des chambres à des profondeurs qui défient même les techniques de forage modernes. La chambre la plus basse reste partiellement submergée, ses dimensions complètes inconnues, son but inexpliqué. Et voici le détail troublant. La datation au radiocarbone de matière organique trouvée dans le puits suggère qu'il pourrait être plus ancien que la 4e dynastie, beaucoup plus ancien. Si vrai, cela signifierait que le puits d'Osiris, comme le Sphinx, précède l'essor de l'Égypte dynastique. Cela signifierait qu'il y a des structures sous Gizeh qui ont été construites par la même culture inconnue qui a laissé le Sphinx scarifié par la pluie et la pyramide mathématiquement encodée. Des sondages radars et sismiques menés autour du Sphinx ont révélé des anomalies similaires. Des scans souterrains montrent des vides, des tunnels et des chambres sous le monument, des espaces qui ne correspondent à aucune excavation connue. Au début des années 1990, des chercheurs utilisant un radar pénétrant le sol ont détecté ce qui semblait être une grande chambre rectangulaire, directement sous les pattes du Sphinx. La découverte a généré une attention internationale et des appels à l'excavation. La permission a été refusée. La zone a été déclarée interdite et une fois de plus, l'exploration s'est arrêtée précisément lorsqu'elle semblait la plus prometteuse. Pourquoi? Si ces chambres sont simplement des vides naturels ou des tunnels vides, pourquoi ne pas les ouvrir et le confirmer? Si elles ne contiennent rien de significatif, pourquoi restreindre l'accès? Le motif suggère non l'absence d'évidence, mais sa suppression, un effort délibéré pour contrôler ce qui est découvert, et plus important, ce qui est révélé au public. Considérez la logique. La Grande Pyramide est le monument le plus étudié de l'histoire humaine. Elle a été mesurée, scannée, explorée et analysée pendant des siècles. Et pourtant, chaque fois que la technologie moderne uncover quelque chose d'inattendu, une porte scellée, un vide caché, une chambre souterraine, l'accès est restreint et l'enquête supplémentaire est arrêtée. Ce n'est pas le comportement d'archéologues confiants dans leur compréhension. C'est le comportement d'institutions, protégeant un récit de preuves qui le contredisent. Les conduits à l'intérieur de la pyramide n'ont pas été construits pour la ventilation. Ils n'étaient pas des passages d'âme symboliques. Ils ont été construits avec un but, scellés délibérément et cachés pour des raisons que les constructeurs
n'ont pas expliqué. Les portes ne gardent pas les gens dehors. Elles n'étaient jamais conçues pour les gens en premier lieu. Elles gardent quelque chose dedans, ou elles préservent quelque chose derrière elles. Connaissance peut-être, objet, évidence de la vraie fonction de la pyramide. Qu'y a-t-il au-delà de la deuxième porte? Qu'existe-t-il dans les vides détectés par radar? Quelle chambre reste scellée sous le sphinx, sous le plateau, sous les siècles de sable et de silence? Nous ne savons pas. Et de plus en plus, il semble que nous ne sommes pas censés savoir. La pyramide a été construite avec des tolérances mesurées en millimètres. Ses passages s'alignent avec les étoiles. Ses dimensions encodent la Terre. Chaque détail suggère l'intentionnalité, la planification et le but. Alors pourquoi les constructeurs créeraient-ils des conduits menant à des portes scellées? Pourquoi construire des chambres souterraines à des profondeurs nécessitant une ingénierie avancée? Pourquoi cacher des chambres sous le sphinx, les sceller et ne laisser aucun registre de leur contenu? La seule réponse qui s'insère dans les preuves est celle que l'archéologie mainstream refuse de considérer. Ces structures étaient conçues pour préserver quelque chose. Pas des corps, pas des trésors, quelque chose de plus précieux. Information, peut-être, technologie, évidence d'une culture qui savait qu'elle faisait face à une catastrophe et a choisi d'encoder sa connaissance en pierre, en mathématiques, en chambres cachées qui survivraient aux âges. Les portes étaient destinées à être trouvées, mais seulement par ceux capables de comprendre ce qui se trouve au-delà. Les sceaux n'étaient pas conçus pour garder les voleurs de tombes dehors. Ils étaient conçus pour protéger ce qui était dedans du temps lui-même. Et nous, debout sur le seuil, équipés de robots et de caméras à fibre optique, sommes enfin capables de les ouvrir. Mais chaque fois que nous atteignons ce seuil, l'accès est refusé. La porte reste fermée. La chambre reste scellée. Et les questions se multiplient dans le silence. Qu'y a-t-il derrière la deuxième porte? Qu'y a-t-il sous le sphinx? Quelles connaissances les constructeurs ont-ils cachées dans des chambres que nous ne sommes pas autorisés à explorer? La pyramide ne garde pas les morts. Elle garde des secrets. Et quelqu'un quelque part a décidé que ces secrets doivent rester enterrés. Le robot est dormant. Sa caméra sombre. Les conduits restent scellés. Les vides sous-Gizeh restent inexplorés. Et le plus grand mystère n'est plus ce que la pyramide contient, mais pourquoi nous sommes empêchés de le découvrir. Des portes scellées sous la pierre sont un genre de silence. Mais il y en a un autre, peut-être plus perturbant. Le silence de registres qui ont existé autrefois et ont ensuite disparu, effacés par le feu, l'inondation ou une destruction délibérée. Si les constructeurs des pyramides ont laissé un témoignage écrit expliquant leurs origines, où est-il? Et si de tels registres ont existé autrefois, que leur est-il arrivé? La réponse peut résider dans des fragments, des échos de textes perdus, des références à des manuscrits qui ne survivent plus, des histoires préservées dans les marges de l'histoire avant qu'elles ne disparaissent aussi. Une telle histoire concerne un manuscrit copte prétendument découvert au XIXe siècle, un texte qui, s'il était authentique, renverserait tout ce que nous croyons sur l'âge de la pyramide. Mais le manuscrit est parti maintenant, détruit dans des circonstances qui restent obscures, laissant derrière seulement des descriptions, des traductions partielles et la possibilité obsédante que nous ayons autrefois tenu la preuve des origines préhistoriques de la pyramide et l'ayant perdue. L'histoire commence dans les bibliothèques du Vieux-Caire, où des collectionneurs et érudits européens au XIXe siècle cherchèrent des textes anciens cachés dans des monastères coptes, des collections privées et des archives oubliées. Pendant cette période, l'Égypte était un trésor pour les antiquaires. L'expédition de Napoléon avait suscité la fascination européenne pour l'histoire égyptienne, et des manuscrits, des papyrus et des artefacts affluaient hors du pays, vers des musées et des mains privées. Parmi ces acquisitions,
se trouvaient des textes coptes chrétiens, des écrits préservés par des moines qui avaient hérité de bibliothèques de traditions égyptiennes antérieures, certaines remontant aux périodes ptolémaïques et romaines, et dans des cas rares, même plus loin. Un tel manuscrit, prétendument découvert dans un monastère en dehors du Caire, contenait un passage qui a stupéfié le collectionneur qui l'a lu en premier. Le texte écrit en script copte mais apparemment traduit d'une source plus ancienne décrivait les pyramides en termes qui contredisaient toute l'histoire connue. Selon ceux qui l'ont vu, le manuscrit affirmait que les pyramides ont été construites avant les mots, signifiant avant que le langage écrit n'existe et avant que la rivière connaisse sa place, impliquant un temps où le Nil n'avait pas encore fixé son cours actuel. Si précis, cela placerait la construction des pyramides dans une période précédant non seulement l'Égypte dynastique, mais l'établissement du système fluvial du Nil tel que nous le connaissons. Des études géologiques suggèrent que le Nil a subi des changements significatifs autour de 10 000 à 12 000 ans ago, alors que le climat africain passait des conditions humides de la période humide africaine à l'environnement désertique, aride d'aujourd'hui. Un texte affirmant que les pyramides existaient avant que la rivière connaisse sa place décrirait une structure construite pendant ou avant ce changement climatique, des milliers d'années avant la 4e dynastie. Avant l'écriture, avant l'histoire enregistrée, le collectionneur qui a découvert le manuscrit a prétendument pris des notes et tenté une traduction. Il a montré le texte à des collègues, suscitant un débat sur son authenticité et sa signification. Certains l'ont rejeté comme une fabrication médiévale, un texte mystique ou allégorique non destiné à être pris littéralement. D'autres étaient intrigués, voyant dans le manuscrit des échos de traditions égyptiennes plus anciennes qui parlaient d'âges primordiaux avant les dieux eux-mêmes. Mais avant que le manuscrit ne puisse être correctement étudié, photographié ou préservé, il a été détruit. Les contes varient. Certaines sources prétendent qu'il a été perdu dans un incendie qui a consommé la succession du collectionneur. D'autres suggèrent qu'il a été délibérément brûlé par des parties inconnues. Quelques références hintant que le manuscrit a été vendu à un acheteur privé et a ensuite disparu. Son emplacement actuel inconnu. Ce qui reste sont des descriptions de seconde main, des fragments de traduction enregistrés dans des lettres et des journaux, et le témoignage de moines qui prétendaient que leur monastère avait autrefois hébergé le texte. Pourquoi quelqu'un détruirait-il un tel document? Si le manuscrit était une contrefaçon, une pièce de fiction historique créée pour mystifier ou tromper, pourquoi ne pas l'exposer comme telle et la préserver comme une curiosité? Les contrefaçons sont précieuses en soi. Elles révèlent les croyances et les motifs de leurs créateurs, les contextes historiques dans lesquels elles ont été faites. Les érudits étudient les contrefaçons précisément parce qu'elles nous disent ce que les gens voulaient croire, quel récit ils cherchaient à construire. Mais ce manuscrit, s'il était une contrefaçon, se comportait étrangement. Il ne glorifiait pas l'Égypte, il n'élevait pas les pharaons ou n'étendait pas leurs réalisations. Au lieu de cela, il les diminuait, suggérant que les pyramides, les plus grands monuments de l'Égypte, n'étaient pas égyptiens du tout, mais des reliques d'une culture antérieure non nommée. C'est l'opposé de ce que les faussaires font typiquement. Lorsque quelqu'un fabrique un texte ancien, il vise généralement à accroître le prestige d'une civilisation, à inventer des rois légendaires, à revendiquer une sagesse ancienne ou une faveur divine. Ils n'effacent pas le crédit de leur propre culture et ne l'attribuent pas à un prédécesseur inconnu. Le contenu du manuscrit, tel que décrit par ceux qui prétendent l'avoir vu, s'aligne de manière troublante avec des preuves qui n'ont émergé que récemment. La phrase « avant que la rivière connaisse sa place » correspond à la recherche géologique montrant que le cours du Nil a changé de manière dramatique pendant la transition de la période humide africaine au climat aride actuel. L'idée de construction avant les mots,
s'aligne avec l'absence complète d'inscription à l'intérieur de la Grande Pyramide et le manque de tout texte contemporain de la 4e dynastie décrivant sa construction. Et la destruction du manuscrit s'insère dans un motif plus large de registres perdus entourant les pyramides. Considérez ce qui a disparu au fil des millénaires. Le contenu de la bibliothèque d'Alexandrie, qui détenait des textes du monde ancien, y compris des registres égyptiens précédant la période ptolémaïque. Les archives du temple d'Héliopolis, dites contenir la connaissance des premières dynasties de l'Égypte, ont été dispersées ou détruites. De nombreux papyrus et inscriptions ont été perdus au temps, au feu, à la conquête et à la négligence. Ce qui reste est une fraction de ce qui existait autrefois. Dans ce contexte, le manuscrit copte perdu n'est pas une anomalie isolée. C'est partie d'un motif. Un motif dans lequel des registres qui défient le calendrier accepté disparaissent, tandis que des textes qui renforcent le récit conventionnel sont préservés et répétés. Que ce soit par accident ou par design, le résultat est le même. Les histoires alternatives sont effacées. Et l'histoire que nous avons est celle qui a survécu, pas nécessairement celle qui était vraie. Les moines coptes, en tant qu'héritiers des traditions chrétiennes égyptiennes, préservaient souvent une connaissance remontant à l'Égypte pré-chrétienne. Ils traduisaient des textes plus anciens, copiaient des manuscrits et maintenaient des bibliothèques qui comblaient le fossé entre le passé pharaonique et le présent médiéval. Si le manuscrit existait, il n'était probablement pas un original copte, mais une traduction ou un résumé de quelque chose de plus ancien, peut-être un texte de la période ptolémaïque ou même antérieure, préservant des traditions orales ou des registres écrits qui remontaient dans le passé préhistorique de l'Égypte. Les moines qui auraient hébergé le manuscrit prétendaient qu'il faisait partie d'une collection héritée d'un monastère antérieur, un qui avait existé pendant des siècles et accumulé des textes de diverses sources. Lorsque des collectionneurs européens sont arrivés cherchant des manuscrits à acheter ou à étudier, ils ont été montrés des documents qui incluaient non seulement des écrits chrétiens, mais du matériel plus ancien, des mythes, des légendes, des contes historiques qui ne s'inséraient pas neatly dans des cadres bibliques ou classiques. Et puis le manuscrit était parti, perdu au feu, disait-il, ou vendu et caché, ou pris par des partis qui préféraient qu'il reste invisible. Qu'a-t-il vraiment dit? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ce qui reste sont des échos. Les phrases avant les mots et avant que la rivière connaisse sa place, répétées dans des lettres, des journaux et des contes de seconde main, par des érudits qui ont entendu parler du texte mais ne l'ont jamais vu eux-mêmes. Ces fragments sont tentants, suggestifs, mais finalement invérifiables. Nous ne pouvons pas prouver que le manuscrit existait. Nous ne pouvons pas prouver qu'il était authentique. Et nous ne pouvons pas récupérer ce qui était écrit sur des pages qui n'existent plus. Mais l'histoire perdure, et elle pose une question qui résonne avec tout ce que nous avons uncovered jusqu'à présent. S'il y avait des registres prouvant que les pyramides étaient bien plus anciennes que ce qu'on nous a enseigné, que leur arriverait-il? Seront-ils préservés, étudiés et intégrés dans notre compréhension de l'histoire? Ou seraient-ils rejetés, supprimés ou détruits délibérément ou commodément parce qu'ils menacent un récit qui a été répété si longtemps qu'il est devenu indistinguishable de fait? La grande pyramide se tient silencieuse, ne contenant pas d'inscription. Le sphinx est scarifié par des pluies dunaires avant l'Égypte. Des portes scellées restent inexplorées, et un manuscrit qui aurait pu tout expliquer a été réduit en cendres. La mémoire, semble-t-il, est fragile. La pierre endure là où le parchemin brûle. Et peut-être est-ce pourquoi les constructeurs ont choisi d'encoder leur message, non en mots, mais en géométrie,
en alignement, en dimensions qui ne peuvent pas être facilement effacées. Parce qu'ils savaient que les mots pouvaient être perdus, les parchemins pouvaient brûler, mais la pierre, si coupée précisément, si placée délibérément, pourrait survivre même lorsque la mémoire elle-même est détruite. Le manuscrit perdu est parti, mais les pyramides restent, et elles murmurent encore ce que le texte aurait pu dire. Nous sommes plus anciens que vous ne le savez, plus anciens que l'histoire, plus anciens que les mots. L'incendie qui a consommé le manuscrit a peut-être réduit au silence une voix, mais les pierres continuent de parler. Si les pyramides sont des reliques d'une ère oubliée, si le sphinx porte les cicatrices d'un climat disparu, si des chambres scellées et des manuscrits perdus hintent à une connaissance délibérément cachée, alors une question devient inévitable. Ce phénomène était-il unique à l'Égypte, ou le motif s'étend-il au-delà du Nil, au-delà de l'Afrique du Nord, à travers le monde ancien lui-même? La réponse, lorsque vous commencez à regarder, est aussi troublante qu'indéniable. Gizeh n'est pas seul. À travers les continents, dispersés à travers des paysages séparés par des océans et des millénaires, se dressent des monuments qui défient le calendrier accepté de la civilisation humaine. Des structures si anciennes qu'elles précèdent l'écriture, si massives qu'elles défient l'ingénierie moderne, si précises qu'elles suggèrent une connaissance qui n'aurait pas dû exister lorsque des chasseurs-cueilleurs erraient encore sur la terre. Ce ne sont pas des tombeaux. Ce ne sont pas des réalisations isolées de cultures individuelles, s'élevant indépendamment. Elles forment un motif, une signature globale de construction avancée, apparaissant des milliers d'années avant que l'histoire ne prétende qu'elle le devrait. Construites par des peuples dont nous ne connaissons pas les noms, dont les buts restent cachés, et dont l'existence même a été effacée de l'histoire que nous nous racontons sur les origines de la civilisation. Le premier, et peut-être le plus révolutionnaire de ces sites, se trouve dans le sud-est de la Turquie, sur une colline stérile, surplombant les plaines mésopotamiennes. Il s'appelle Göbekli Tepe, et jusqu'à ce que son excavation commence dans les années 1990, personne ne croyait qu'un tel endroit pouvait exister. Göbekli Tepe a 12 000 ans. Pour mettre cela en perspective, il était déjà ancien lorsque les premières pyramides ont été supposément construites. Il précède Stonehenge de 7000 ans. Il précède la poterie, la métallurgie et la roue. Il a été construit pendant le néolithique pré-céramique, une période où les êtres humains, selon chaque manuel, étaient encore des chasseurs-cueilleurs nomades, vivant en petites bandes sans autorité centralisée, sans surplus de travail et sans capacité pour l'architecture monumentale. Et pourtant, il se dresse là. Le site consiste en des cercles de pierres massifs, chacun ancré par des piliers en forme de T sculptés dans le calcaire, certains pesant plus de 10 tonnes. Les piliers sont couverts de gravures intricées, des animaux, des symboles abstraits, des figures humaines rendues avec une compétence qui rivalise avec des traditions artistiques beaucoup plus tardives. Les pierres ont été extraites de la roche-mère, transportées en haut de la colline et érigées en arrangements précis. Les cercles ont ensuite été délibérément enterrés, une couche sur une autre, comme si le site était destiné à être préservé plutôt qu'utilisé. Mais voici ce qui rend Göbekli Tepe si disruptif. Il a été construit avant l'agriculture. Les gens qui ont sculpté ces piliers n'avaient pas encore domestiqué les cultures ou les animaux. Et lorsque l'environnement change drastiquement, des cultures entières peuvent disparaître, leurs villes abandonnées, leurs connaissances perdues, leur existence même oubliée en quelques générations. Considérez le Younger Dryas, une période de changement climatique rapide et catastrophique qui s'est produite autour de 12 900 à 11 700 ans ago. En moins d'un siècle, les températures globales ont chuté, les glaciers ont avancé, les écosystèmes se sont effondrés. Des preuves suggèrent que cette période a été marquée par des bouleversements généralisés, des extinctions de mégafaune, des chutes de populations humaines et l'abandon soudain de settlements à travers l'hémisphère nord. Certains chercheurs proposent que
que le Younger Dryas a été déclenché par un impact cosmique, des fragments d'une comète frappant la Terre, allumant des feux de forêt, jetant des débris dans l'atmosphère et déclenchant un refroidissement rapide. L'hypothèse reste controversée, mais les effets climatiques sont indéniables. Quelle qu'en soit la cause, le Younger Dryas était un événement de bottleneck, un moment où la survie humaine était en équilibre, et des cultures entières pourraient avoir été anéanties. Si une culture avancée existait avant le Younger Dryas, une culture qui avait développé l'architecture monumentale, la connaissance astronomique et l'ingénierie sophistiquée, que leur serait-il arrivé? Leur settlement côtier aurait été noyé par la montée des mers à la fin de l'ère glaciaire. Leurs villes intérieures auraient été enterrées par des changements environnementaux drivés par le climat. Leur population se serait dispersée, cherchant refuge dans des régions moins affectées par la catastrophe. Et en quelques siècles, leur réalisation serait oubliée, souvenue seulement dans des mythes d'un âge d'or perdu, un temps avant le déluge, une civilisation qui a disparu. C'est l'implication des populations fantômes. Elles ne sont pas juste des artefacts statistiques dans des données génétiques. Elles sont des preuves de peuples réels, de cultures réelles, d'histoires réelles qui ont été effacées par le temps et le climat. Et si ces peuples possédaient une connaissance, s'ils ont construit des structures conçues pour survivre à la catastrophe, alors ces structures pourraient encore exister, attribuées à des cultures ultérieures, mal comprises, leurs vraies origines perdues. Les preuves génétiques s'alignent de manière troublante avec les anomalies archéologiques. Les populations fantômes d'Afrique du Nord existaient pendant la période humide africaine, lorsque le Sahara était vert, et le Sphinx montre des preuves d'érosion par l'eau. Les Eurasiennes basales ont contribué à des populations proches orientales, qui ont plus tard construit des sites comme Göbekli Tepe et établi les premières sociétés agricoles. Des migrations anciennes traversent les régions exactes où des structures mégalithiques inexpliquées apparaissent, de l'Afrique du Nord à travers le Levant, l'Anatolie et en Europe. Le motif suggère non des réalisations isolées, mais un réseau de cultures liées, connectées par une connaissance partagée, peut-être fuyant un effondrement environnemental, portant avec elle les vestiges d'une société préhistorique plus avancée. Alors que le climat changeait, alors que le Sahara séchait et que le Younger Dryas dévastait l'hémisphère nord, ces peuples se sont déplacés, adaptés, et dans de nombreux cas ont disparu, laissant derrière seulement leurs gènes, et dans quelques endroits leurs pierres. Les populations modernes en Afrique du Nord, au Proche-Orient et dans des parties d'Europe portent des marqueurs génétiques de ces ancêtres fantômes. L'ADN persiste même si les cultures elles-mêmes sont parties. Même si nous n'avons pas de nom pour eux, aucun registre de leur langue, aucune certitude sur ce qu'ils ont construit ou cru, mais les monuments restent. Et maintenant, avec des preuves génétiques confirmant que des populations inconnues ont autrefois prospéré dans les régions et périodes de temps exactes où les anomalies apparaissent, la possibilité devient plus difficile à rejeter. Les constructeurs pourraient ne pas avoir laissé derrière des villes intactes ou des cimetières étendus, mais ils ont laissé quelque chose de plus permanent. Leur legs génétique encodé dans les descendants qui leur ont survécu et leur legs ingénieur sculpté en pierre, trop massif pour bouger, trop précis pour éroder, trop mathématiquement sophistiqué pour oublier. Le Sahara détient des secrets sous ses sables. L'imagerie satellite et le radar pénétrant le sol ont révélé d'anciens systèmes fluviaux, des lits de lacs et les contours de settlements enterrés sous des dunes. Ce ne sont pas égyptiens. Ils précèdent l'Égypte de millénaires. Ils appartiennent aux populations fantômes, aux peuples qui vivaient lorsque le désert était vert, qui ont construit pendant une ère que nous avons oubliée et qui ont disparu lorsque le climat s'est tourné contre eux. S'ils ont sculpté le Sphinx, s'ils ont érigé les mégalithes à Nabta Playa, s'ils ont encodé une connaissance astronomique
dans des structures que des cultures ultérieures se sont attribuées, alors nous commençons seulement maintenant à récupérer leur histoire, non de textes ou d'artefacts, mais des échos génétiques qu'ils ont laissés derrière. Les fantômes sont réels, ils ont existé, ils ont prospéré. Et lorsque la catastrophe est venue, que ce soit un changement climatique, un impact cosmique ou autre chose, ils ont disparu, laissant derrière seulement des pierres et des ombres dans notre ADN. Nous sommes leurs descendants. Et les monuments que nous pensions comprendre, peut-être sont leurs messages, attendant que nous les reconnaissions enfin, non comme des tombeaux ou des temples, mais comme un témoignage d'une civilisation qui savait qu'elle se terminait et a choisi de préserver ce qu'elle pouvait dans le seul langage qui transcende la catastrophe. Mathématiques, astronomie et pierre. Le désert se souvient, les gènes se souviennent. Et maintenant, enfin, nous apprenons à lire ce qu'ils nous disent depuis le début. Nous avons suivi l'épreuve à travers la pierre et l'érosion, à travers des textes anciens et des chambres scellées, à travers la génétique et des mégalithes globaux. Nous avons vu la preuve géologique que le Sphinx précède l'Égypte, des inscriptions admettant que les Égyptiens ont trouvé des monuments déjà anciens, un encodage mathématique qui défie le calendrier, des portes scellées menant nulle part, des manuscrits perdus détruits avant qu'ils ne puissent parler, des structures globales construites avant que la civilisation ne commence supposément, et des populations fantômes disparaissant de l'histoire, laissant seulement leur ADN et leurs pierres. La question qui a commencé ce voyage: et si les Égyptiens n'avaient pas construit les pyramides, nous a mené à une réalisation plus profonde. Les pyramides n'ont pas été construites pour les gens qui les ont revendiquées. Elles n'ont pas été construites pour des rois ou des dieux, ou la glorification d'une culture unique. Elles ont été construites pour quelque chose de bien plus profond. Elles ont été construites comme mémoire. Pas mémoire dans le sens de monument commémorant des événements passés, mais mémoire dans le sens le plus essentiel du mot, la préservation de la connaissance à travers l'abîme de la catastrophe. L'encodage d'informations dans un médium conçu pour survivre aux empires, aux langues et même aux civilisations qui pourraient essayer de le comprendre. Les pyramides sont des capsules temporelles et le message qu'elles portent n'est pas écrit en hiéroglyphes ou enterré dans des parchemins. Il est encastré dans leur géométrie, leurs alignements, leurs dimensions, encodé dans le langage universel des mathématiques, de l'astronomie et de la physique. Un langage qui ne dépend pas de la culture, de l'ère ou même de la survie de ceux qui l'ont créé. Considérez ce que les constructeurs ont choisi de préserver. Ils n'ont pas gravé des mythes ou des légendes dans les murs. Ils n'ont pas laissé d'inscriptions proclamant leur roi ou racontant leur victoire. Ils ont encodé la Terre elle-même, les dimensions de la pyramide miroir, la géométrie de la planète, son rayon, sa circonférence, les constantes mathématiques qui gouvernent les sphères et les cercles. La structure s'aligne sur le vrai nord avec une précision qui nécessite une compréhension de la rotation de la Terre. Les conduits pointent vers des étoiles dont les positions changent sur des millénaires en raison de la précession, le lent balancement de l'axe de la planète. Ce n'est pas de la décoration, c'est des données. La pyramide est une archive tridimensionnelle d'informations géodétiques, astronomiques et mathématiques préservées en pierre, parce que la pierre endure là où tout le reste, bois, papyrus, mémoire, se décompose et disparaît. Pourquoi une culture choisirait-elle d'encoder une telle connaissance? Pourquoi construire une structure conçue non pour la fonction ou la beauté, mais pour la permanence et la communication à travers le temps? Il n'y a qu'une réponse. Ils savaient ce qui venait. Ils savaient que la catastrophe était inévitable, que le climat pouvait changer, que les civilisations pouvaient tomber, que la connaissance pouvait être perdue.
Ils avaient peut-être vu cela arriver avant, assisté à l'effondrement de cultures antérieures, l'oubli des technologies, la réduction de sociétés avancées à des bandes dispersées, luttant pour reconstruire à partir de fragments. Et ils comprenaient que l'écriture, peu importe à quel point soigneusement préservée, est fragile. Les parchemins brûlent, les bibliothèques s'effondrent, les langues évoluent et deviennent illisibles. En quelques siècles, les textes deviennent incompréhensibles. En quelques millénaires, même l'écriture elle-même est oubliée. Mais les mathématiques sont universelles. Le ratio de la circonférence d'un cercle à son diamètre est le même aujourd'hui qu'il l'était il y a 10 000 ans, le même sur chaque continent, dans chaque langue, pour chaque culture qui développe le concept. L'alignement sur le vrai nord ne change pas. L'encodage des dimensions de la Terre reste lisible pour toute civilisation assez avancée pour mesurer et calculer. La pyramide est un message qui ne repose pas sur la survie de ceux qui l'ont envoyé. Il parle en proportion, en angle, en alignement, des vérités qui transcendent la culture et le langage. Et le message est clair. Nous étions ici. Nous connaissions des choses que vous avez peut-être oubliées. Et nous avons construit cela pour vous le rappeler. C'est pourquoi la pyramide ne contient pas d'inscription, pas de texte funéraire, pas d'objets rituels. Elle n'était jamais destinée à servir les morts. Elle était destinée à servir l'avenir. Elle a été construite non pour les rois d'Égypte, mais pour quiconque viendrait après la catastrophe, quiconque développerait éventuellement les outils et la connaissance pour mesurer, analyser et comprendre ce qui avait été encodé en pierre. Peut-être sommes-nous ces gens. Peut-être après des millénaires de malentendus, après des siècles à assumer que la pyramide était un tombeau, parce que nous ne pouvions imaginer aucun autre but, atteignons-nous enfin le niveau de sophistication scientifique et technologique requis pour lire le message que les constructeurs ont laissé derrière. Les portes scellées, les chambres cachées, les vides sous le plateau, ce ne sont pas des défenses contre les voleurs de tombes. Ce sont des puzzles conçus pour être ouverts seulement par ceux capables de comprendre ce qui se trouve dedans. Les mathématiques encodées dans la structure sont une clé. Un test de si le découvreur possède la connaissance nécessaire pour interpréter ce qui vient ensuite. Et si cela est vrai, si la pyramide est une mémoire préservée à travers les millénaires, alors le motif s'étend au-delà de Gizeh. Göbekli Tepe, avec son enterrement délibéré, devient non un site sacré, mais une archive scellée et protégée pour une génération future à uncover. Les pierres impossibles de Baalbek deviennent des fondations construites pour survivre aux tremblements de terre et à l'érosion pendant des dizaines de milliers d'années. La précision de Pumapunku devient une démonstration de capacité, preuve que les constructeurs possédaient une technologie et une connaissance valant la peine d'être souvenus. Les mégalithes globaux ne sont pas des réalisations isolées. Ce sont des nœuds dans un réseau, une tentative préhistorique pour préserver la connaissance en plusieurs endroits, distribuée à travers le monde, afin que même si une culture oublie, une autre pourrait se souvenir. Même si un continent est dévasté, un autre pourrait survivre. Même si les langues meurent et que l'écriture est perdue, les pierres resteront, portant leur message en avant à travers le temps. C'est le cycle. Les civilisations s'élèvent, atteignent la grandeur et tombent ensuite, abattues par le climat, la catastrophe, la guerre ou l'effondrement. La connaissance qu'elles ont accumulée est perdue. Leurs villes s'effritent, leurs noms sont oubliés, et les survivants, réduits à des bandes dispersées, doivent recommencer de rien, reconstruisant lentement sur des millénaires, jusqu'à ce qu'ils atteignent à nouveau le seuil de l'avancement. Mais si la civilisation précédente était sage, si elle comprenait le cycle, elle ne laisserait pas tout disparaître. Elle encoderait ce qu'elle savait dans le médium le plus permanent disponible, la pierre. Elle construirait des monuments conçus non pour se glorifier eux-mêmes, mais pour communiquer avec ceux qui viendraient après, portant en avant la connaissance essentielle nécessaire pour reconstruire, pour se souvenir, pour éviter de répéter le même effondrement. Les pyramides sont cet héritage. Et nous,
Debout maintenant à notre propre seuil, faisant face au changement climatique, à l'effondrement écologique, à la fragilité de nos systèmes interconnectés, devrions les reconnaître pour ce qu'elles sont, non des reliques d'un passé primitif, mais des avertissements et de la sagesse d'une culture sophistiquée qui comprenait l'impermanence, que la grandeur est temporaire et qui a choisi de laisser derrière quelque chose qui endurerait. La nuit retourne à Gizeh. Les étoiles émergent, les mêmes étoiles vers lesquelles les conduits pointaient autrefois, le même ciel que les constructeurs ont cartographié avec une telle précision. Le sphinx est assis dans l'ombre, son corps sculpté par la pluie, un témoignage d'âge que nous avons oublié. La pyramide s'élève contre l'obscurité, massive et silencieuse, ses pierres détenant des secrets que nous commençons seulement à découvrir. Et dans ce silence, si nous écoutons attentivement, nous pouvons entendre ce que les constructeurs nous disent à travers l'étendue des millénaires. Nous étions comme vous. Nous avons construit. Nous savions. Nous avons prospéré. Et puis nous sommes tombés. Mais nous n'avons pas laissé tout mourir. Nous avons gravé la mémoire dans la pierre, afin que lorsque vous vous élèveriez à nouveau, lorsque vous deviendriez capable de comprendre, vous sauriez que vous n'êtes pas les premiers. La civilisation est venue avant et elle viendra à nouveau. Souvenez-vous de ce que nous avons construit. Apprenez de ce que nous avons encodé. Et lorsque votre temps viendra, lorsque votre propre civilisation fera face à son crépuscule inévitable, faites comme nous l'avons fait. Préservez ce qui compte le plus, pas en mots qui fanent, mais en pierres qui endurent. Peut-être que les pyramides n'ont pas été construites pour le passé. Peut-être ont-elles été construites pour l'avenir, pour les descendants de ceux qui ont survécu, pour les cultures qui un jour s'élèveraient des cendres de ce qui est venu avant. Pour nous, le désert retient son souffle. La pyramide attend. Et quelque part dans ces chambres scellées, dans ces vides inexplorés, dans les mathématiques encodées, dans ces dimensions mêmes, le message continue, patient, permanent et éternel. Nous ne sommes pas les premiers à nous tenir ici, dans l'émerveillement, et nous ne serons pas les derniers. Le cycle continue, la mémoire endure, et les pierres, comme elles l'ont fait pendant des milliers d'années, veillent sur une histoire plus profonde et plus étrange que ce qu'on nous a jamais enseigné. Dormez maintenant, sous les étoiles que les anciens connaissaient. Rêvez de Sahara vert et d'âges oubliés, et sachez que quelque part dans les pierres, la vérité attend. Gravé en géométrie, aligné avec les cieux, préservé pour le moment où nous serons enfin prêts à comprendre. Les pyramides se souviennent, elles ont toujours souvenu. Et maintenant, peut-être pouvons-nous commencer à nous souvenir.